Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode donc un peu spécial, vous l'avez vu sûrement au titre de l'épisode, puisqu'aujourd'hui je vous propose un épisode hyper spontané qui est un épisode Q&A, donc questions-réponses. Je vous ai demandé via Instagram toutes les questions que vous aviez envie de me poser sur absolument tout. Donc j'ai reçu beaucoup de questions. Je les ai restructurées, donc on va avoir 3 parties. On va avoir une première partie, je vais commencer, ça va être plus parler du style de vie que j'ai aujourd'hui, des voyages, etc. Ensuite on passera à la partie un peu plus travail, yoga. Et je terminerai avec vos questions qui étaient un petit peu plus axées sur le développement personnel. Voilà, donc je sais pas combien de temps va durer cet épisode pour être très honnête, mais l'idée, voilà, c'est simplement que je m'exprime de façon hyper spontanée, hyper naturelle, hyper sincère aussi avec vous, pour pouvoir vous nourrir un petit peu de mon quotidien et aussi des choix que j'ai faits dans ma vie. On commence donc avec notre première partie qui est style de vie et voyage. Donc première question que j'ai reçue, comment sauter le pas pour partir à l'étranger et faut-il avoir un but ? Alors, comment sauter le pas pour partir à l'étranger ? J'ai envie de dire, sortir de sa zone de confort, c'est un petit peu ce qui va vous motiver finalement à partir vivre à l'étranger. Il faut savoir que quelle que soit la décision que vous preniez, que ce soit par rapport à un voyage, par rapport à un changement de vie, etc., il y a toujours des compromis à faire, il y aura toujours des avantages et des inconvénients. Quand on part à l'étranger, nécessairement on s'éloigne de sa famille, on s'éloigne de ses amis proches qu'on a au moment du départ. Voilà, il y a plein de choses en fait comme ça qui vont émerger au fil du voyage. Voilà, c'est aussi peut-être rencontrer une nouvelle culture, trouver une nouvelle routine, se faire de nouveaux amis, etc. Donc il faut accepter en fait de sortir de sa zone de confort, il faut accepter de se challenger, d'affronter ses peurs, tout simplement parce que sans inconfort, sans peur, on ne pourra pas accueillir le changement dans sa vie. Alors sauter le pas pour partir à l'étranger, moi de mon expérience, je l'ai fait tout simplement parce que quand je vivais en France, quand je vivais à Paris, quand j'avais cette vie que j'avais avant, je me sentais plus heureuse en fait et je me sentais finalement un peu bloquée pour avancer dans ma vie. Je savais pas quelle direction prendre et pour moi, la direction la plus évidente était simplement de partir. Alors, on me dirait, j'aurais pu très bien rester en France. Voilà, il se trouve que j'ai rencontré Bali il y a 2 ans, que je suis tombée amoureuse de Bali, que je m'y sentais bien, que Bali m'a aidée à plein de niveaux et que je sentais que j'avais amorcé quelque chose. Et pour moi, Bali, c'était un petit peu une évidence. Et quand je suis rentrée de mon premier teacher training, donc en avril-mai, je me suis dit, voilà, je laisse passer l'été. Si à la fin de l'été, rien ne s'est passé dans ma vie, je prends un billet d'avion et je pars pour Bali. Et c'est finalement ce que j'ai fait. Et faut-il donc avoir un but et j'ai envie de dire non, pas forcément. Encore une fois, ça va dépendre d'où est-ce que vous en êtes en fait dans votre vie. Moi, j'avais pas de but tout simplement parce que j'étais complètement perdue en fait. À l'époque, j'avais mon diplôme de professeur de yoga, mais c'était pas quelque chose en fait que je voulais utiliser comme voilà pour en faire un métier. À l'époque, j'étais vraiment dans la photo. J'avais envie de continuer à faire de la photo avec des clients. Mais je me suis pas dit je pars à Bali pour être photographe. Moi, je suis partie à ce moment-là pour me trouver, pour vivre de nouvelles choses, pour me challenger parce que je sais que c'est par le challenge finalement qu'on arrive en fait à se connaître un petit peu mieux, savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. C'est aussi faire des nouvelles rencontres. Moi, c'est vrai que j'avais un cercle d'amis d'ailleurs qui était très vaste à l'époque, que j'ai énormément rétréci pour me concentrer justement sur des personnes qui m'étaient réellement chères. Mais c'est des personnes qui m'aiment, qui m'aimaient, que j'ai d'ailleurs toujours dans ma vie et qui ont compris aussi ce choix et qui m'ont soutenue de A à Z. Alors vous pouvez avoir un but quand vous partez et c'est génial. Si vous avez un but vraiment précis, je vous invite tout de même à vous détacher en fait
des projections, des attentes que vous pouvez avoir par rapport à cet objectif, parce que si vous arrivez et que vous vous dites bah voilà, moi je vais arriver, je vais habiter là, je vais faire ci, je vais rencontrer telle personne, je vais monter tel projet à tel moment, et que finalement les choses ne se font pas, premièrement vous allez être déçu, mais aussi en partant avec un but hyper défini, finalement vous ne laissez pas la vie vous offrir des opportunités, et vous ne vous ouvrez tout simplement pas aux opportunités que la vie peut vous offrir. Deuxième question, comment tu gères de voyager seule aussi loin, d'autant plus que tu es une femme? Alors ça, c'est assez amusant parce que j'ai beaucoup reçu cette question par rapport au fait d'être une femme seule qui voyage. Alors après, peut-être que moi, dans ma personnalité, je suis un petit peu déconnectée, je ne sais pas. Je suis quelqu'un d'assez casse-cou, voilà, je suis assez sauvage, j'ai assez intrépide, j'ai pas peur de beaucoup de choses. J'aurais peur, ça je l'avoue, de voyager seule en Inde, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont voyagé en Inde et qui sont des femmes, et même d'ailleurs des hommes qui m'ont pas forcément conseillé, en tout cas pour un premier voyage, de partir seule en Inde. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'histoires et voilà, je me sentais et je me sens d'ailleurs toujours pas à l'aise pour partir seule en Inde. Par contre, l'Indonésie, en tout cas moi de ce que j'en ai expérimenté, ça va faire je pense que ça va faire 2 ans maintenant que je suis à Bali. J'ai vécu aucune expérience traumatisante, douloureuse ou même négative par rapport au regard des hommes, par rapport à ce qui peut se passer même dans la rue. Il n'y a pas vraiment de violence. Alors il y en a, hein, évidemment, faut pas se leurrer, c'est comme de partout. Mais je vais être très transparente, je me suis toujours sentie bien plus en sécurité dans les rues de Bali le soir que dans les rues de Paris le soir. Voilà. Donc comment je gère de voyager seule aussi loin, voilà. Troisième question, est-ce dur d'être loin de tes proches et imagines-tu rentrer de Bali un jour? Alors, parfois c'est dur. J'ai des journées en fait où je me sens loin finalement de ma famille, loin aussi de mes meilleurs amis qui sont en France. Et en même temps, je suis quelqu'un d'assez indépendant et j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de ma liberté. Et je sais aussi que on est parvenu à construire des relations hyper saines avec la distance, et que finalement moi je pense que pour maintenir des relations aussi saines que cela avec ces personnes-là, j'ai aussi besoin d'avoir ma distance, et finalement je me rends compte qu'on n'a jamais été autant en contact régulier qu'on l'est depuis qu'on est séparés par la distance. Donc voilà, après ouais, évidemment je vous cache pas qu'il y a des jours où c'est plus difficile, mais encore une fois, tout est question de personnalité, tout est question de ce que vous êtes capable finalement de soutenir ou pas dans votre quotidien. J'imagine pour le moment pas du tout de rentrer de Bali. C'est vrai que là la situation a fait que je suis restée 1 an finalement sans sortir de Bali, que j'y ai trouvé mes routines, j'y ai trouvé ma stabilité, et que je m'y sens tout simplement à la maison. Et ça fait très très longtemps que je m'étais pas sentie à la maison. C'est vrai que quand je suis partie un peu en mode voyage, tout simplement. J'avais prévu de voyager, c'est ce que j'ai fait, mais j'avais vraiment prévu un peu tous les mois de prendre mon sac à dos et de partir dans un autre pays. Je l'ai pas fait et c'est pas grave, je pense que j'aurai d'autres opportunités pour voyager davantage, mais ça aurait été pour moi une réelle opportunité de me rendre compte que pour moi Bali, j'y trouvais mes attaches, j'ai développé des belles amitiés, des belles relations. Aujourd'hui, j'ai lancé aussi mon activité autour du yoga, de l'enseignement, et ça fonctionne très bien à distance comme ça. Donc voilà, je compte absolument pas rentrer de Bali pour le moment. Bien sûr, je compte voyager en Europe, je compte voyager en France pour mettre en place des projets qui me sont chers, notamment des retraites de yoga, etc. Mais pas pour y vivre, ça c'est sûr. Par contre, je mets pas de côté la possibilité de retourner vivre en Europe à un moment donné. Parce que j'aime beaucoup l'Europe, il y a beaucoup de très beaux pays. Je pense à la Slovénie par exemple, c'est un truc qui m'est resté en tête. J'avais vu de très belles images de la Slovénie, de la nature là-bas, etc. J'aime beaucoup Amsterdam aussi, j'avais voyagé quelques fois là-bas et j'avais beaucoup aimé l'ambiance. Voilà, après c'est pas les mêmes climats, donc à voir où j'en serai au moment où j'aurai envie de bouger, mais voilà, pour le moment Bali is my home. Ensuite, on m'a demandé ce que l'on trouvait dans mon sac à dos et quels étaient mes essentiels.
Alors, j'ai mon gros sac à dos de voyage où pour le coup on va trouver tous mes essentiels, tous mes vêtements, mes chaussures, mes produits de soins, etc. Mais dans mon sac à dos, en tout cas, de tous les jours, parce que mes journées, je pars avec un sac à dos, tout simplement, parce que qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? J'ai mon ordinateur portable que j'ai tout le temps avec moi. Et dans ma pochette d'ordinateur portable, on va retrouver tous mes chargeurs, chargeur de téléphone, chargeur d'ordinateur. On retrouve aussi mon disque dur externe où j'ai toutes mes données qui sont stockées à l'intérieur. Et dans cet ordinateur portable justement j'ai mes mails que je gère quotidiennement, j'ai mes logiciels de retouche photos, vidéos, etc. On retrouve aussi 2 carnets, j'ai un carnet de to-do et j'ai un carnet pour tout ce qui est création de cours, suivi de mes cours privés, etc. On retrouve 2 stylos et 2 stabilos parce que ça m'aide à barrer sur mes carnets justement quand j'ai fini les trucs. Donc ça c'est plutôt cool. On trouve mon téléphone portable évidemment. Et qu'est-ce qu'on trouve d'autre? On trouve une gourde. On trouve une gourde d'eau parce qu'à Bali, alors à Bali on vous donne de l'eau, mais déjà il fait très chaud donc c'est important de s'hydrater pendant toute la journée et il y a certains endroits où on vous donne pas d'eau donc c'est toujours bien d'avoir de l'eau filtrée à disposition toujours avec vous. Voilà, et je crois que c'est tout ce qu'on trouve et on trouve bien sûr mes lunettes de vue parce que je ne vois rien pour travailler si j'ai pas mes lunettes de vue et on trouve aussi mon portefeuille. Voilà, je crois que c'est tout. Ensuite, on m'a demandé ce qu'était le voyage qui m'avait le plus marqué et pourquoi. Alors, j'ai pas la sensation d'avoir énormément voyagé ou en tout cas d'avoir vu beaucoup de pays. Je pense que Bali, qui était mon premier voyage seul, c'est potentiellement celui qui m'a le plus marqué inconsciemment parce que c'est finalement lui qui m'a ouvert un peu les portes de la guérison, qui m'a permis aussi de m'immerger dans le yoga de façon un petit peu plus profonde et un petit peu plus personnelle aussi. Donc ouais, je pense que c'est vraiment le voyage qui m'a le plus marqué. Après, je suis partie en Australie l'année dernière pendant 2 mois et c'est vrai que l'Australie c'était vraiment un rêve. Je suis partie pendant 2 mois et demi, j'ai vécu à Byron Bay et je dois dire que ça a été un magnifique épisode dans mon chemin de vie. Déjà j'ai su que c'était pas en Australie qui était ma destination mais que ça aurait été une merveilleuse étape. J'ai grandi, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur ma féminité mais aussi sur mes aspirations professionnelles et personnelles. J'ai fait des très belles rencontres, aussi des rencontres douloureuses, mais du coup des très belles rencontres. Et voilà, ça a été un très beau voyage, je l'oublierai jamais. L'Australie est un pays magnifique. J'ai hâte de pouvoir y retourner pour pouvoir voyager en Australie, pour pouvoir voir beaucoup plus de villes, parce que finalement j'ai pas pu faire Melbourne. J'avais été à Sydney aussi, mais voilà, j'ai pas pu faire Melbourne et il y a beaucoup de parcs naturels également qu'on peut explorer. Donc voilà, j'ai hâte de retourner en Australie. Ta routine bien-être et beauté. Alors, je suis un peu la pire pour ça, je dois dire. Alors, j'ai ma petite excuse, c'est que j'ai une peau déjà qui est assez sensible, donc même les produits qui sont 100% naturels, les produits purs, les huiles, etc., me donnent des boutons, me donnent des rougeurs à la peau, m'agressent la peau tout simplement. Donc j'ai des crèmes que j'avais ramenées de France, que j'ai toujours, parce que j'avais stocké. Mais sinon, j'ai pas de routine, voilà. Ou en tout cas dirons-nous que ma routine bien-être beauté, pour rester dans la beauté, c'est juste que je me réveille, je bois beaucoup d'eau, ça c'est sûr. Alors pendant à peu près sur 1 à 2 heures je vais boire à peu près 1 litre d'eau. Je me brosse les dents, je me nettoie le visage avec de l'eau pure, je me mets un petit peu de crème sur le visage, je me brosse les cheveux, je m'attache les cheveux, je saute dans ma tenue de yoga, ma tenue de sport et je file à ma salle de gym. Voilà, c'est ma routine bien-être. Je ne fais que ça. Donc ça c'est ce que je fais quotidiennement. Après il y a des jours où je vais avoir besoin de ralentir, où je vais avoir besoin de prendre davantage soin de moi et à ce moment-là je vais faire tout ce que je vous ai dit précédemment, mais ensuite au lieu de partir à la salle de sport je vais m'asseoir dans ma chambre, je vais ou m'allonger, ça dépend, faire soit une méditation, soit et ou des exercices de pranayama. Voilà, ça va vraiment me permettre de m'ancrer. Et à ça j'ajoute aussi du journaling, donc j'écris sur mon petit carnet et je me libère des potentielles émotions, des potentielles expériences des jours précédents sur le papier et ça m'aide vraiment à lâcher prise et à vraiment
pouvoir commencer ma journée du bon pied. L'autre chose que je fais quand même, ça j'ai omis de le dire au début, mais ce que je fais quotidiennement, c'est que je fais ma to-do en fait du jour en termes de travail et puis même en termes de entre guillemets corvée qu'il faut que je fasse, comme ça peut être aller déposer mon linge à la laverie, je sais pas, aller acheter des noix, je sais pas, faire des courses, voilà. Ça je le mets en fait par écrit parce que ça me permet vraiment de structurer ma journée, ça me permet de m'organiser et ça va vraiment me permettre d'optimiser ma journée et d'éviter en fait de faire plein d'allers-retours dans Bali parce que j'ai oublié ça, parce que j'ai pas fait ci, parce que machin. Et puis au final, peut-être aussi me dire bon bah c'est relou, du coup je peux pas aller acheter ça alors que j'en avais vraiment envie. Donc voilà, finalement l'organisation, ça vous aide à vraiment structurer vos journées et à pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire dans l'ordre de vos priorités. Es-tu une adepte des morning routines ou préfères-tu te laisser guider par ton envie du matin ? Bah du coup ça répond un petit peu à ce que je viens de dire juste précédemment. Je pense que les morning routines sont hyper importantes parce que généralement c'est un moment qu'on passe seul, en silence avec soi-même et on n'a pas beaucoup de ces moments-là en fait dans notre quotidien. Donc je suis complètement une adepte et je recommande les morning routines. Après je pense que c'est important aussi de savoir en fait s'adapter, de pas se fermer à une morning routine. Voilà, comme je vous ai dit, j'en ai deux, on va dire. Les fois où j'ai besoin de plus de temps le matin, les fois où finalement je me réveille et je suis hyper énergique et je vais partir direct à la salle de sport. Il y a même des matins où je vais me lever, je me dis tiens, je suis hyper inspirée pour écrire un podcast, je suis hyper inspirée pour monter une vidéo, pour enregistrer quelque chose. Bref, donc si j'ai envie de le faire, je le fais, je casse ma routine et puis voilà, je me laisse guider. Donc avoir une base c'est génial et savoir aussi sortir de cette base ou rajouter des choses, enlever des choses, c'est aussi tout autant important. On m'a demandé ensuite quelle était ta pratique de yoga et ta pratique sportive. Alors je dois dire que depuis quelques mois, j'ai arrêté de prendre des cours de yoga. Tout simplement parce que je crois que je m'ennuyais un petit peu. Pour moi c'était un petit peu redondant. Je faisais tout le temps les mêmes choses et du coup je progressais pas vraiment, je me sentais pas challengée. Et je suis quelqu'un d'assez actif et j'aime être challengée au-delà de ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant je vais à la salle de sport parce que la salle de sport m'a énormément en fait aidé à développer ma force, à développer ma souplesse, à me challenger avec des exercices et une routine finalement avec laquelle j'étais pas familière et du coup développer des nouvelles capacités avec mon corps et ça c'est vraiment incroyable. Donc aujourd'hui principalement ce que je fais c'est à peu près entre 1 et 2 heures, je vais à la salle de sport le matin. Dans ces 1 à 2 heures, j'intègre toujours un petit peu de yoga. Donc ça peut être des chiens tête en bas, des planches, en flow bien sûr, des guerriers, des choses comme ça, des splits aussi, je m'étire pas mal. Donc voilà, et depuis quelques semaines également, une fois par semaine, je me fais une petite escale, soit au Ubud, soit au Uluwatu, et je prends systématiquement un cours de yoga. Donc ça peut être un cours de yoga flow, ça peut être un cours de yin ou ça peut être un cours un petit peu atypique. La dernière fois, j'avais pris un cours qui s'appelait Women's Balance, donc qui est principalement un cours de yin qui est destiné aux femmes donc et qui aide en fait à rééquilibrer les énergies féminines. Notamment liées au cycle menstruel, etc. Donc c'était hyper sympa à faire. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt chouette finalement de quand même garder un cours de yoga par semaine pour explorer des nouvelles choses et puis finalement pour prendre soin de soi parce que je pense qu'aller à la salle de sport versus prendre un cours de yoga, l'intention est pas la même et donc la pratique de yoga va être beaucoup plus nourrissante pour l'âme, beaucoup plus je pense aussi dans la bienveillance pour le corps, pour l'esprit, etc. Donc c'est un peu plus un moment de pause, je dirais, et je l'apprécie encore plus maintenant. On m'a ensuite parlé donc de la vie à Bali en tant que digital nomade, quels étaient les pour et quels étaient les contre. Alors les pour, je dirais, c'est la liberté globalement de pouvoir travailler quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez. Vous pouvez aller, il y a 1 million de cafés qui sont en plus exprès faits pour les gens qui bossent en ligne. Donc ça c'est super cool. Ça vous permet de rencontrer plein de gens.
Généralement, il y a beaucoup d'habitués aussi. Vous-même, vous serez habitués des mêmes cafés. Donc, ça permet de rencontrer un petit peu de nouvelles personnes quotidiennement. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà, ça pour moi c'est vraiment les pour la liberté et la diversité des rencontres qu'on fait et des paysages aussi qu'on rencontre. Les contre, je dirais clairement, si vous n'avez pas un bon wifi, c'est compliqué. Bali, c'est parfois compliqué pour avoir un bon wifi. Donc, il faut accepter les aléas de la connexion Internet, ça c'est sûr. Il faut également accepter les changements de saison ici. Par exemple, la saison des pluies est très contraignante, que ce soit pour sortir de chez soi, pour aller d'un endroit à un autre. Bref, c'est assez contraignant sur cet aspect-là. Un autre contre à Bali, c'est le bruit. C'est une île qui est hyper bruyante, beaucoup de bruit de scooters, beaucoup de bruit. Même là, je pense que c'est très difficile pour moi d'enregistrer des podcasts qui soient complètement neutres en termes de son en arrière-plan. Il y a toujours des bruits, que ce soit la nature, donc comme je disais, les scooters, mais il y a aussi beaucoup de travaux à Bali, notamment à Canggu, et il y a beaucoup de chiens dans les rues qui aboient en permanence. Donc voilà, c'est un petit peu, je dirais, le gros inconvénient quand on travaille en ligne et qu'on fait de la création de contenu. On m'a ensuite demandé quel était mon rapport à la solitude. Alors justement, j'ai prévu un podcast sur solitude versus indépendance dans la formation Ananda. Parce que finalement, pour moi, la solitude, c'est un terme qui est très péjoratif, très négatif, versus l'indépendance, qui lui est un terme qui est beaucoup plus positif. Donc j'en parle beaucoup plus longuement dans ce podcast que j'ai dédié principalement à ce sujet, mais je ne ressens absolument pas la solitude, tout simplement parce que je suis de nature déjà un peu introvertie. J'aime être seule, j'aime passer du temps seule, et j'ai besoin de ce temps seul pour me recharger. Donc pour moi c'est indispensable et je le vis pas comme de la solitude parce que je ne me sens pas seule. Donc mon rapport à la solitude, tout simplement, je ne ressens pas la solitude. J'ai toujours des gens à voir et ça c'est plutôt chouette. Et encore une fois, si vous faites pas des amis tout de suite, vous pouvez aller dans des cafés. Il y aura toujours des gens qui sont hyper ouverts, qui viendront vous parler. Et ça c'est justement un des pour que j'ai pas cité précédemment, mais c'est un des pour de Bali, c'est que si vous voyagez seul. D'ailleurs, je dis Bali, mais honnêtement dans tous les voyages que j'ai fait seul, quand j'allais dans des cafés, dans des restos, etc., il y a toujours des personnes qui viendront vous parler, que ce soit la serveuse, que ce soit la personne qui est en train de préparer vos cafés, ou que ce soit la personne qui est à la table à côté. Bref, il y aura toujours des gens qui viendront vous parler, vous pouvez toujours échanger vos numéros, vous revoir, etc. et de fil en aiguille rencontrer de nouvelles personnes. On m'a ensuite demandé où est-ce que je me voyais dans 10 ans. Alors je vais être très honnête avec vous, je ne sais déjà pas où est-ce que je me vois dans 1 an. Alors dans 10 ans, ça va être compliqué. Dans 10 ans, on va dire que j'aurai 40 ans. À 40 ans, de quoi j'aurai envie, je ne sais pas. Parce que je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai 30 ans et j'ai encore du mal à me dire que j'ai 30 ans, que je suis censée être une adulte responsable avec plein de responsabilités, plein de choses à faire, etc. Aujourd'hui j'ai 30 ans, j'ai l'impression d'avoir la même liberté, la même indépendance et peut-être la même incertitude vis-à-vis de mon futur que lorsque j'avais 20 ans. Et en même temps, je me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie, aussi heureuse et aussi certaine des choix que j'avais faits. Donc après, c'est sûr que voilà, j'ai des envies qui sont pas des envies que j'ai envie de réaliser immédiatement, mais j'ai souvent dit que j'avais envie d'avoir une petite cabane en bois dans la forêt. C'est pour ça que je pense que ce sera pas à Bali, ça ce sera plutôt en Europe. Mais voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir ma petite maison à moi avec mon petit potager. J'avais toujours eu envie d'avoir un chien également. Alors je pense pas que dans 10 ans j'aurai un chien parce que je me suis rendu compte que s'occuper d'un animal, c'était très contraignant. C'était beaucoup de responsabilités, il fallait avoir du temps, il fallait avoir de l'énergie. Donc je pense que ça, ce sera plutôt dans, on va dire, 30 ans, quelque chose comme ça, quand je serai à la retraite. Mais voilà, donc où je serai exactement, je ne sais pas. Par contre, j'ai la certitude que je continuerai d'enseigner le yoga d'une manière ou d'une autre. Quand je dis d'une manière ou d'une autre, c'est en ligne, en visu, les deux, etc. Mais je sais que
Le yoga fera toujours partie de ma vie, toujours partie de mon ADN. Donc voilà, j'aimerais avoir des enfants aussi. Dans 10 ans, je sais pas, peut-être, j'espère quand même. On verra. Mais voilà, peut-être construire, j'irai construire un peu plus de stabilité. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie, ce manque tout simplement de stabilité, cette liberté finalement de faire ce que j'ai envie quand j'ai envie de le faire. Mais je pense que dans 10 ans, j'aurai envie de me poser. Ouais. On m'a demandé si je pensais un jour rentrer en France, donc ça, je l'ai dit un petit peu plus tôt. Non. Alors encore une fois, je réponds maintenant que j'ai pas envie de rentrer en France pour y vivre, hein, c'est le but de la question. Mais peut-être que ça changera, peut-être que je trouverai une région en France qui me plaira. Je ne sais pas. Pour le moment, je vis un petit peu plus dans l'instant présent. As-tu construit des amitiés sincères à Bali? Oui, clairement oui. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Et les expériences de la vie aussi m'ont permis de faire un petit peu le tri justement dans toutes ces relations et aussi de comprendre et d'accepter que toutes les personnes que l'on rencontre, toutes les personnes avec qui on s'entend, n'ont pas forcément pour vocation à rester toute votre vie avec vous, à vos côtés. Et c'est normal. Parce qu'il y a des personnes que vous allez rencontrer et qui vont évoluer dans une direction qui sera différente de la vôtre. Ça ne veut pas dire que cette personne a tort, ça ne veut pas dire que vous avez raison, ça veut simplement dire que vous êtes différent et que vous aspirez à des choses qui sont différentes. Et ça, c'est tout à fait ok. Après, des amitiés sincères, j'en ai fait peu finalement. Mais c'est ça finalement, les amitiés sincères, c'est... Généralement, on compte nos amis, nos vrais amis sur les doigts d'une main. Et c'est ce qui en fait des vraies amitiés parce que c'est des amitiés qui sont profondes et sincères. Donc oui, j'en ai fait et j'en suis très reconnaissante et heureuse. Comment arrives-tu à te détacher du matériel et as-tu une liseuse et si oui, laquelle? Alors comment j'arrive à me détacher du matériel? Alors je dois dire que de base, je pense que encore une fois, vous avez compris, on est tous différents, on n'a pas tous la même personnalité, mais j'ai jamais été matérialiste. Je me suis rendu compte que j'ai jamais été très attachée aux objets, à moins que ce soit un objet qui ait vraiment une valeur, je dirais, sentimentale. Mais plus je voyage, en fait, finalement, plus c'est facile pour moi de me détacher du matériel parce que dites-vous, si vous avez 3 valises tous les mois à faire et à défaire pour aller dans un autre pays, dans une autre ville, etc., même ne serait-ce que pour traverser Bali, je sais pas si vous habitez à Canggu, vous avez envie de déménager à Ubud, alors que c'est qu'à 1 heure de route, finalement vous avez 3 valises à remplir. Alors que quand vous n'avez rien, quand vous n'avez qu'un sac à dos, quand vous avez peu d'affaires, finalement c'est quand même vachement plus simple de se laisser porter par ses envies, de finalement pas se créer en fait de pas se créer une cage, de pas se créer des contraintes parce que finalement le matériel, je pense, nous crée une forme d'attachement et on se dit non, je vais pas partir, j'ai tous mes meubles, j'ai toutes mes affaires, j'ai trop de trucs, c'est relou, hein. On se le dit soi-même, c'est relou, on n'a pas envie de le faire, donc on le fait pas tout simplement et on n'avance pas. L'avantage d'avoir peu de choses, c'est de ne pas être attaché à quoi que ce soit et la seule chose qui vous guide, c'est finalement vos envies et cette possibilité d'être libre et d'aller où vous voulez, quand vous voulez, sans avoir de compte à rendre à personne, ni même à vous-même. On m'a ensuite demandé quels étaient les gestes que je faisais au quotidien pour la planète. Alors déjà, je suis pas matérialiste comme je viens de le dire, donc je possède très peu d'objets et donc je consomme très peu finalement. Donc je ne défends pas la consommation, la surconsommation inutile et je suis très peu dépensière aussi, donc j'achète vraiment les choses qui vont être essentielles pour mon bien-être avec un minimum de confort, mais voilà, donc ça c'est vraiment acheter peu et acheter vraiment l'essentiel. Pour moi c'est un geste qui est indispensable. Deuxième geste, je refuse le plastique. Alors je pense que c'est un peu moins compliqué en Europe et dans les pays qui sont un petit peu plus développés, mais mais à Bali, le plastique est de partout. Donc c'est une vraie lutte de refuser le plastique et c'est beaucoup plus d'organisation, j'ai l'impression en tout cas, que ce que j'avais en France. Parce que voilà, faut toujours avoir ses petits sacs, toujours avoir ses bocaux, etc. Et parfois, ils n'ont pas toutes ces choses-là.
et ils ont que du plastique, et si vous voulez pas prendre de plastique, et ben vous repartez bredouille. Donc ça voilà, ça c'est quand même un truc qui est hyper indispensable. J'ai fait aussi des beach clean-up, donc nettoyer les plages de Bali qui sont couvertes de plastique, et ça on le voit pas forcément sur les réseaux sociaux, mais une grande partie des plages de Bali, tout entière de toute l'île, sont recouvertes de déchets. Il faut savoir que c'est généralement l'éducation qui pêche dans ces pays-là. Vous le verrez par vous-même, en fait, si vous voyagez à Bali, les gens en fait n'ont pas cette éducation, et en fait ils jettent leurs déchets par terre, dans la rue, pendant qu'ils conduisent, et pour eux en fait ils le vivent pas comme quelque chose de mal en fait. Ils ont un papier dans la main, ils veulent s'en débarrasser, ils le jettent par terre. Donc ça c'est un réel problème à Bali, la pollution. Et d'ailleurs si c'est vraiment une cause pour laquelle vous vous battez, une cause qui vous est chère, eh ben sachez qu'il y a de quoi faire à Bali, et il y a beaucoup à mon avis de projets à lancer pour parvenir justement à éduquer le plus de gens possible au niveau local. Voilà. Autre geste que je fais au quotidien, j'éteins tout le temps les lumières, et du moins je les utilise que le soir quand il y a vraiment plus de lumière, sinon j'ouvre la porte pour avoir de la lumière chez moi. Donc j'utilise vraiment pas les lumières, j'éteins toujours les lumières derrière moi. La climatisation j'utilise le moins possible, et je la coupe à chaque fois que je quitte ma maison. Voilà. L'eau, je la laisse jamais couler, j'utilise simplement l'eau quand je suis en train de me rincer la bouche, par exemple, quand je suis en train de prendre une douche, ou me laver les mains, mais sinon je la coupe systématiquement. N'hésitez pas, vous, à communiquer votre message et à éduquer les gens de façon bien sûr hyper douce, bienveillante et diplomatique. On m'a ensuite demandé mon alimentation. Alors ça, c'est une longue question à laquelle je vais répondre ici, puisque je sais que ça fait plusieurs fois qu'on me le demande. Alors, moi je suis végane depuis 6-7 ans. Donc ça fait 6 ou 7 ans que j'ai intégré une aliment qui est 100% végétal, c'est-à-dire qui n'intègre aucun produit animaux dans mon alimentation, c'est-à-dire pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de produits laitiers et aucun autre dérivé, donc tout ce qui est beurre, tout ce qui est ces choses-là ne font pas partie de mon alimentation. Donc j'ai une alimentation qui est principalement riche en glucides et en lipides, c'est-à-dire qui est riche en sucre lent et en gras, en bon gras. Alors pour les personnes qui me suivent depuis un petit peu plus longtemps, vous savez à quel point je suis passionnée par l'Ayurveda. Et même chose, ça c'est un sujet que je développe beaucoup dans la formation, dans ma formation en ligne. Donc je vous mettrai bien sûr toutes les infos en description si ça vous intéresse. Mais c'est quelque chose que j'intègre parce que ça me passionne, et c'est aussi un sujet sur lequel je vais me former de façon beaucoup plus approfondie. Mais globalement, moi je suis quelqu'un de constitution Vata, donc j'ai besoin de sucre lent et j'ai besoin de bons gras pour être en bonne santé, pour me sentir ancrée et pour avoir une digestion optimale. Donc, comme je le disais, principalement, je mange beaucoup de glucides et beaucoup de lipides. Et en fait, ce qui était intéressant que je voulais vous raconter ici, c'est que j'ai switché mon alimentation depuis 2 mois. C'est-à-dire que j'ai changé mes habitudes alimentaires parce que j'avais beaucoup trop mal au ventre. J'avais le ventre beaucoup trop gonflé, comme on dit en anglais, bloated. Donc mon ventre était gonflé en permanence, et pas forcément pendant des périodes de règles ou des périodes hormonales de mon cycle. Donc c'était vraiment par l'alimentation. Et c'est aussi des choses, je sais, avec l'Ayurveda maintenant, je sais quand je mange certains aliments que mon ventre il va gonfler. Mais qu'est-ce que j'ai fait du coup ? J'ai supprimé le cru. Je ne mange absolument rien de cru dans mon alimentation, et croyez-moi qu'au début ça a été très difficile parce que Bali est un pays chaud et c'est très facile de trouver de la très bonne nourriture crue qui nous donne envie. Mais voilà, j'ai complètement supprimé ça de mon alimentation parce que l'alimentation, enfin les aliments crus pour les personnes de ma constitution en tout cas, encore une fois j'accentue sur le fait qu'on est tous différents, mais pour ma constitution le cru c'est quelque chose qui est très dur à digérer, qui est rempli d'eau également, donc ça va créer de l'air et ça va faire gonfler le ventre.
Première chose. Deuxième chose, j'ai augmenté les glucides, donc les sucres lents dans mon alimentation, parce que comme j'ai augmenté aussi mon activité sportive, j'ai besoin beaucoup plus de féculents pour me donner du carburant pendant la journée. Ensuite, j'ai enlevé tout ce qui était sucre rapide, c'est-à-dire que j'ai enlevé tout ce qui était transformé. Alors quand je dis transformé, de base, ça fait depuis que je suis devenue végane, je ne mange aucun aliment transformé. C'est vraiment à chaque fois des produits qui sont bruts. Quand je dis sucre transformé, ça peut être des gâteaux, des muffins, des cookies, des choses comme ça. Donc depuis 2 mois, j'ai pas touché à un gâteau et je n'en ai absolument pas l'envie. En termes de sucre, j'ai également enlevé beaucoup de fruits. Et même chose, j'en ai pas envie en fait. J'écoute vraiment plus mon corps et je me rends compte que c'est pas ce dont il a besoin. Je mange beaucoup par contre de bananes très mûres. Ça c'est quelque chose que j'adore et je sais que mon corps en a besoin et j'en ai aussi envie, donc ça c'est parfait. Je mange aussi pas mal de papaye. Et comme autre fruit, je mange aussi donc beaucoup de fruits secs qui vont m'apporter justement ce sucre rapide qui est nécessaire à mon énergie, mais aussi des noix qui vont apporter du bon gras. Donc généralement, je mange des dattes ou des pruneaux qui en plus vont aider au système digestif, à la transition digestive. Donc ça, c'est parfait. Et puis en termes de noix, je favorise principalement les amandes, les cajous et les noix normales. Donc voilà. Et en termes de gourmandise, je dois dire que je suis très chocolat noir. Donc tous les jours, j'ai mon petit shot de chocolat noir. Donc voilà les choses que j'ai enlevées. Du coup, je ne mange plus non plus de smoothie bowl parce que c'était un peu finalement, je pense que c'était le truc qui pour moi était le pire pour mon Vata. C'est des fruits mixés, c'est du sucre sur du sucre avec en plus du granola, des toppings, des choses comme ça. Donc finalement, c'est hyper agressif pour le ventre. Et pour moi, voilà, c'était pas, disons que c'est une alimentation qui va pas vous apporter énormément de nutriments parce que c'est pas quelque chose que vous allez vraiment garder longtemps dans votre corps. C'est quelque chose qui va être très vite assimilé et finalement voilà, vous allez peut-être avoir faim dans l'heure. Bref, ça va pas vous apporter grand-chose d'un point de vue nutritionnel. Donc ça c'est pareil le genre de choses que j'ai arrêté et je dois dire que la dernière fois j'ai voulu reprendre un smoothie et que j'ai trouvé ça hyper sucré et j'ai pas vraiment apprécié plus que ça. Donc finalement je suis devenue beaucoup plus bec salé que sucré et ça c'est plutôt cool. Et l'autre chose que j'ai arrêté il y a quasiment 2 mois maintenant, c'est le café. Donc même chose, le café est agressif pour le ventre, notamment quand on est Vata. Et au-delà de l'inconfort digestif que je ressentais, j'étais très énervée, j'étais sur les nerfs, très agitée et ça me rendait absolument pas service. Donc j'ai arrêté et je pensais pas en fait que ça avait cet effet-là jusqu'à ce que j'arrête. Et je pense que ça prend à peu près quand même 2-3 semaines pour vraiment ressentir les effets bénéfiques et se rendre compte justement des impacts négatifs que peuvent avoir le café sur sa santé. Donc voilà, si vous buvez beaucoup de café, je dis pas forcément qu'il faut arrêter à 100% comme moi je l'ai fait. J'ai trouvé des alternatives comme la chicorée qui est incroyable parce que la chicorée déjà ça a à peu près le même goût que le café et en plus de ça c'est génial pour la digestion. Donc voilà, finalement c'est aussi parvenir à trouver un équilibre. En termes de repas, c'est vrai que je ne fais plus 3 repas par jour. Avant, je faisais petit-déj, dîner, et en fait, j'ai un petit peu switché. J'ai juste décidé que je mangeais quand j'avais envie de manger. Donc, généralement, j'ai faim entre 10h et midi, et entre 10h et midi, je vais manger ce que je vais appeler un brunch, au sens où ça va être à la fois mon petit-déj et à la fois mon déjeuner. Et généralement, ça va être ce qu'on appelle les breakfast plate ici, principalement. Donc c'est que du salé. Là, depuis 2 mois, j'ai complètement arrêté le sucré. Et c'est déjà parce que ça va beaucoup plus me satisfaire et nutritionnellement, après la salle de sport, c'est quand même bien plus intelligent comme choix nutritionnel. Donc généralement, ça va être des avocados toast parce que j'adore les avocados toast. Tofu brouillé, si vous n'êtes pas vegan, ça peut être des œufs brouillés. Ils font aussi pas mal de petits falafels à base de lentilles, des choses comme ça. Des légumes, voilà. Donc je vais avoir un breakfast place, on va dire, le matin. Ça peut m'arriver avant ça de manger une banane si vraiment j'ai très faim.
Voilà, ça va dépendre. Et l'après-midi, généralement, je prends une boisson chaude. Donc, comme je disais, une grande tasse, soit de matcha, soit de chicorée, soit parfois, ça peut être une infusion chaude, donc de citron et de gingembre frais. Pareil, c'est parfait pour la digestion. Et le soir, généralement, je vais avoir... alors, j'aime beaucoup les dalles, j'aime beaucoup tout ce qui est kitchari, soupe de potiron avec de la crème de coco. Je rajoute du riz brun à l'intérieur. Voilà, et puis j'ai un petit snack en fin de journée, donc le soir, devant Netflix. Et je mange des fruits secs et du chocolat noir. Donc voilà, je sais absolument pas en termes caloriques ce que ça peut représenter. J'ai déjà retrouvé un équilibre alimentaire qui était beaucoup plus sain et un rapport aussi avec l'alimentation qui était beaucoup plus sain et a fortiori avec mon corps beaucoup plus sain. Donc ça c'est plutôt cool et vraiment le fait d'avoir enlevé le café, ça je dois dire, et tout ce qui était sucre, principalement sucre, café et cru, clairement ça m'a libérée de tous mes inconforts digestifs, donc ça franchement. Et si d'ailleurs l'Ayurveda vous intéresse, par la suite quand je serai formée, je proposerai des contenus, des e-books, peut-être un programme vraiment axé sur l'Ayurveda, parce que vraiment c'est une médecine qui est incroyable et j'ai vraiment à cœur de partager avec vous tout ce que j'ai appris, parce que je pense que ça peut en aider beaucoup justement à résoudre cette relation avec son corps et avec son alimentation. Enfin, donc des conseils pour manger ayurvédique et des recettes. Donc ça reprend un petit peu ce que je viens de dire par rapport à mon alimentation. Alors tout ce qui est Ayurveda, je l'ai inclus dans la formation Ananda. Pareil, vous retrouverez toutes les informations dans la description de l'épisode. Vous retrouverez ça également sur mon site internet, etc. Donc voilà, vous pouvez normalement pas manquer la formation Ananda. Donc tous les mois, vous avez des nouvelles fiches en fait que j'intègre avec des nouvelles notions sur l'Ayurveda, et je trouve que l'avantage, parce que moi-même qui étudie l'Ayurveda, c'est on peut vite se sentir un petit peu oppressé par toutes les informations parce que c'est complexe, ça reste de la médecine, même si c'est de la médecine qui est naturelle, qui est intuitive, ça reste beaucoup d'informations, beaucoup de notions et de concepts à comprendre, et c'est hyper intéressant, mais voilà, le fait de l'intégrer comme ça, pas à pas dans la formation, vous verrez qu'au fil des mois, en fait, vous aurez accumulé énormément de notions sur l'Ayurveda et aussi sur le yoga, bien sûr, sur tout ce que je donne en plus dans ces coffrets. C'est le même principe, c'est voilà, petit à petit, je vous nourris d'informations et quand vous aurez décidé de partir, vous le saurez parce que vous aurez été nourri de suffisamment d'informations. Et notamment, en plus des fiches ayurvédiques avec les notions, les concepts un peu théoriques de l'Ayurveda, vous retrouvez 2 recettes ayurvédiques dans chacun de vos coffrets. Donc vous avez une recette que j'ai moi-même réalisée qui fait partie de mes recettes préférées, qui sont des recettes zéro déchet, qui sont des recettes hyper faciles à réaliser parce que personnellement j'ai pas le temps et j'ai pas envie de dépenser trop d'argent pour cuisiner, donc voilà, c'est vraiment des recettes qui en plus sont customisables, qui sont prêtes très rapidement avec des ingrédients que vous pouvez acheter en vrac et qui sont vraiment très peu chers. Donc ça c'est la première recette que vous retrouvez. La deuxième recette que vous retrouvez, c'est une recette d'Eva Gaillot, The French Coconut, qui est donc une amie à moi et avec laquelle j'ai travaillé pour cette formation. Donc tous les mois, elle propose une nouvelle recette ayurvédique exclusive qu'elle a fait exactement spécialement pour le programme Ananda. Et Eva justement, c'est quelqu'un qui s'est formé en Ayurveda en Inde, qui a beaucoup voyagé en Inde, c'est un pays qu'elle connaît bien. Et voilà, en plus du fait que ce soit mon amie, je lui faisais complètement confiance dans la création de ses recettes. Donc voilà, je vous invite également à la suivre sur les réseaux sociaux et à vous intéresser à son livre de recettes parce qu'elle a lancé un livre de recettes qui est incroyable. Voilà, donc je m'arrête pour cette première partie de Q&A puisque finalement ça va faire quasiment 45 minutes, même un petit peu plus que je parle. Donc on aura dans cette première partie principalement parlé du style de vie et du voyage. Et dans le prochain épisode, donc dans la deuxième partie, on parlera du travail, on parlera du yoga et je répondrai également à vos questions de développement personnel. J'espère que cette première partie d'épisode vous a plu. Je vous remercie en tout cas pour toutes vos questions et je vous dis à très vite.
J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.